Tu sais, moi, Armand, j'aimerais bien devenir écrivain. Mais comment ça se passe? Tu voudrais bien devenir écrivain, Alexis. Eh bien, écoute, je pense qu'une des premières choses à faire, c'est de lire beaucoup. Parce qu'on ne se nourrit que de choses qu'on a trouvées et qu'on a mises en soi. Et puis, quand tu commences à écrire, tu commences par écrire un peu n'importe où. Et puis, tu te rends compte que tu as besoin d'un lieu où tu as absolument toute ta concentration. Et, par exemple, tu peux écrire là. Ah oui, c'est beau. Oui, pas seulement beau, ça, c'est quelque chose qui a été construit, mon fils et moi, dans les années 90, on a construit ce chalet, donc il a une bonne vingtaine d'années maintenant, il ne bouge pas. Alors c'est un havre de paix, parce que d'abord, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de courant électrique, il n'y a pas d'eau courante, donc on fait tout d'une manière tout à fait artisanale, mais surtout c'est un endroit fabuleux pour écrire, pour lire convenablement, sans être dérangé par le moindre passant, parce que personne ne passe ici, sauf ceux qui sont perdus. Tu passes beaucoup de temps ici à écrire, à composer? Oui, pas mal de temps. Je dirais pour le dernier, la Bellegarde, les promesses, 3-4 mois, oui. Ça dépend des semaines, mais quand même pas mal de boulot. Mais ça, le temps passe vite, ça n'a aucun prix, ce domaine-là. Je te montre? Ah oui, allez, vas-y, montre-moi. Voilà. Waouh, waouh. Voilà. Et tu vois, la lumière des bougies, c'est quand même vivant, hein. C'est autre chose qu'un néon, hein. Et en plus, j'en ai besoin dès 4 heures en hiver, il faut allumer, sinon on voit plus qu'on tape. Et voilà, c'est là que je joue. Elle réalisa alors que la dame en face d'elle la fixait sans doute depuis un bon moment, les yeux écarquillés. Elle eut peur de ce qu'elle avait peut-être dévoilé. Avait-elle parlé tout haut? Elle sentit le rouge lui monter aux joues. En une seconde, elle s'était levée, saisissant sa valise à côté d'elle, comme si le train venait de s'enfoncer dans la mer et qu'elle cherchait la sortie vers l'air libre. Elle traversa 3 voitures avant de trouver une autre banquette vide dans un compartiment désert. Elle se rassit lourdement, le souffle court, puis elle se mit à rire doucement, rien que pour elle. Dans quelle douce folie venait-elle de mettre le pied? Manderfeld. Ça, c'est en même temps très proche et très loin. Je suis né là-bas, à l'extrême-orient de la Belgique, en 1950. J'y suis assez peu retourné depuis que je l'ai quitté en 55. Mon père était douanier, donc voué aux frontières. Et je dois dire que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Être loin des centres, être dans des zones peu peuplées, un petit peu indéfinies, aux confins des choses. Je suis allé chez les maristes à Arlon après avoir été chez les maristes déjà à Florenville. À cette époque, il y avait très peu d'écoles secondaires complètes. Je voulais en plus faire les langues et j'avais trouvé que là, on pouvait faire 12 heures de langue, un réel paradis sur la semaine. Ça n'existe plus d'ailleurs, ce genre de choses. Et ce que j'ai découvert là, c'est entre autres une certaine passion pour l'enseignement, parce que j'ai commencé des études comme instituteur. Et puis, je suis allé à l'université après, mais au départ, je voulais devenir instit et donner cours aux jeunes enfants. J'ai terminé ma carrière en tant que responsable des relations internationales à la Haute École Blaise Pascal à Bastogne. Un moment absolument passionnant de ma vie parce que j'étais beaucoup dans les avions, je rencontrais à travers l'Europe et même plus loin un tas de gens qui faisaient à peu près le même métier que moi, des étudiants, et c'était essentiellement la gestion de l'ensemble du dossier Erasmus pour des étudiants et pour des enseignants. Alors ça c'est passionnant parce que ça permet de réaliser que ce qu'on fait à Bastogne c'est pas si mauvais que ça et qu'en même temps on a énormément de choses à apprendre des autres. Amère Patrie c'est mon premier roman, c'est l'histoire quasi vraie, seuls les noms sont rendus un peu de manière fictionnelle, de ce qui est arrivé à mes parents et à mes oncles et tantes dans le flot de la guerre 40-45. Oui, et c'est pas banal, étant donné que dans la Belgique de l'époque, et encore maintenant, il y a des gens de niveau germanophone et des gens du rôle francophone. Et dans une guerre qui est menée par des Allemands, ce n'est pas très facile. C'est ça que je raconte. Terre de Feu sort en 2000, c'est mon premier roman policier, je ne sais pas à cette époque-là qu'il y en aura 3. En 85, dans un village près de Bertogne, sur la vallée de l'Ourthe, il y a l'incendie mystérieux et jamais élucidé d'une bonne vingtaine de chalets.
C'est une région touristique et ça pose un réel problème et un réel traumatisme. Je reprends l'histoire jamais élucidée et je trouve mon coupable que vous verrez à la fin du livre. Et c'est comme ça que l'inspecteur Juste naît. L'Abattu sort en 2010. C'est la deuxième enquête de l'inspecteur Juste. Ça se passe dans le monde de la chasse. Et cela m'a permis de bien mieux comprendre le monde de la chasse tel qu'il existe vraiment, avec ses rites très anciens, avec ses codes, avec son ambiance très particulière. Et dans ce domaine, l'inspecteur Juste essaye de trouver le coupable parce que le gibier a une fâcheuse tendance à ne pas être animal mais humain. La poupée de Tsigane sort 2 ans après l'Abattu, 2012, et c'est pour le moment la dernière aventure que je raconte avec l'inspecteur Juste. J'ai choisi la Hongrie comme décor partiel du roman parce que j'y ai vu des choses assez insupportables et qu'en plus c'est un pays qui m'inquiète très fort au niveau de ce qu'on appellerait les valeurs de l'Europe. Et je voulais montrer ça, et entre autres le traitement tout à fait indigne des populations roms. Je conseille au lecteur de prendre la trilogie par son début, parce qu'alors il comprendra mieux ce qui arrive et les états d'esprit différents par lesquels passe l'inspecteur Juste, vu qu'il est chaque fois très directement impliqué, beaucoup plus qu'il ne le souhaiterait, dans les enquêtes qu'il mène. Bellegarde, Les Promesses, c'est aussi le premier livre d'une nouvelle trilogie, plus historique. On y voit Adèle, une jeune ardennaise pauvre et boiteuse, qui, Dieu sait pour quelle raison, en 1906, s'embarque vers le Canada. Le roman le plus autobiographique, c'est clairement Amère Patrie, le premier, parce que ça retrace l'histoire de ma famille. Pour les autres, j'essaye de plus en plus d'échapper à l'étiquette un petit peu restrictive d'écrivain de terroir. C'est peut-être pour ça que je suis pour le moment au Canada. Même si au Canada vit toute une partie de ma famille paternelle qui a émigré, comme beaucoup d'Ardennais, au début du XXe siècle. Une de mes techniques d'écriture, c'est la technique du médaillon. Ça consiste à placer entre des chapitres importants des petits textes, courts en général, qui donnent un autre éclairage sur un des personnages importants et permettent au lecteur lentement de se familiariser avec une histoire parallèle par rapport à celle de l'enquête. J'ai traduit ces 4 ouvrages de l'anglais au français. Ce sont des livres de sciences humaines. Ce que la traduction m'apporte, c'est d'abord continuer la fête du langage, puisque c'est quand même ce qui couvre toute mon activité intellectuelle, mais c'est aussi découvrir une série de thèmes très intéressants qu'on croit connaître. Je pense à l'autisme par exemple, aux troubles bipolaires, ou plus récemment à ce qui va sortir bientôt chez The Book, le thème de la démence sénile. Ce n'est pas toujours facile à traduire, mais c'est extrêmement passionnant. Elle réalisa alors que la dame en face d'elle la fixait sans doute depuis un bon moment, les yeux écarquillés. Elle eut peur de ce qu'elle avait peut-être dévoilé. Avait-elle parlé tout haut? Elle sentit le rouge lui monter aux joues. En une seconde, elle s'était levée, saisissant sa valise à côté d'elle, comme si le train venait de s'enfoncer dans la mer et qu'elle cherchait la sortie vers l'air libre.